Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour conclure cette journée qui était passionnante. Je suis arrivé tôt le matin et j'ai réentendu les entreprises puisque l'étude a été faite très largement à partir de ces entreprises. Et je suis très heureux de partager peut-être quelques conclusions, une synthèse de ce qu'on a vu et puis ouvrir aussi peut-être le débat. Alors, il semblerait que je ne sois pas connecté. Bon, parfait. Il semblerait qu'on ait une évolution des problématiques en ce sens que les entreprises ont commencé par le digital, c'est-à-dire c'est l'impact d'Internet qui les a conduits à s'interroger sur leur politique de vente ou leur politique de communication, mais aussi de voir la supply chain. Et puis, on a vu émerger la problématique de la data, du digital, et aujourd'hui, il semblerait qu'on aborde une problématique spécifique qui est celle de l'IA. Et on le voit bien puisque Natesco est né il y a une quinzaine d'années autour de la transformation digitale. En 2016, émergeait le sujet de la gouvernance des data. On a publié une étude sur le sujet, sur la gouvernance des données. 3 ans plus tard, on mettait en place une formation qui se déroule aujourd'hui. On a formé plus de 4000 managers, on continue à en former autour de la data for manager. Et puis il y a des assises de la data qui ont eu lieu en 2021. Donc vous voyez ici un déroulement autour de la data. Et les choses se sont beaucoup bousculées avec OpenAI. OpenAI a 1 an. Le ChatGPT 3.5 a été publié le 30 novembre de l'année dernière. En septembre, on testé nos 2 projets, nos 2 pilotes de la formation Playbook. Et ben, vous voyez, en décembre, on a TCA. Ce qui fait que beaucoup, en fait, on cherche à la fois à accompagner les changements, mais il faut être conscient aussi qu'il y a un work in progress de la part des entreprises sur ces sujets. Alors d'abord, le premier point, c'est sans doute le choc Gen AI, c'est-à-dire, comme on l'a souligné, l'IA était une affaire d'experts. L'IA est assez ancienne, c'est une affaire d'experts, de spécialistes du machine learning, désormais, était utilisée en back-office. Et puis voilà qu'une interface de dialogue met une puissance exceptionnelle d'intelligence artificielle dans les mains de chacun. Et ces mains de chacun, c'est les collaborateurs, mais aussi les membres du COMEX. Et la meilleure façon de sensibiliser les membres du COMEX au sujet, c'est qu'ils ouvrent leur navigateur, ils aillent sur ChatGPT et qu'ils aient le choc ici de cette technologie, en sachant que ce choc a été alimenté aussi par des études de sociétés de conseil qui sont venues très très tôt et qui ont promis d'énormes gains de productivité. McKinsey, l'IA générative a le potentiel de générer entre 2600 et 4400 milliards de dollars de gains de productivité entre les différents secteurs d'activité. Donc là, c'est vraiment très très gros. Et effectivement, comme l'a dit Philippe Delatorre de Veolia, 4 secteurs qui concentreraient 75% des gains, 4 métiers, la relation client, l'ingénierie logicielle, la R&D, le marketing et vente, avec des promesses de 30 à 45% de gains de productivité. Et évidemment, ces promesses-là interrogent et impliquent beaucoup les COMEX, même si le professeur en moi se rappelle du paradoxe de Solow. Vous pouvez voir l'ère de l'ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité. Effectivement, les technologies ne se traduisent pas nécessairement en gain de productivité. Il faut un certain nombre de conditions, et pour les entreprises, des conditions liées au changement organisationnel. Le choc de l'IA générative, c'est non seulement un choc pour le COMEX, mais c'est aussi un choc pour les collaborateurs, qui, pour beaucoup, y ont vu une opportunité, aussi des menaces, parce qu'ils disent « mais que va devenir mon travail ?» Si j'étais juriste, après le commentaire que j'ai entendu ce matin, je serais un petit peu inquiet. Et puis aussi un désir de dire bah, qu'est-ce que fait la boîte, moi j'aimerais m'y mettre, j'aimerais explorer. Et ils ont raison, les collaborateurs, de s'en soucier. Selon la fameuse étude de Goldman Sachs, qui est sortie en mars de cette année, la part des tâches exposées à l'automatisation par l'IA, bah, ça va de 46%, c'est-à-dire pratiquement la moitié, à une moyenne de 25%, c'est-à-dire que 25% à 46% des tâches pourraient être affectées par l'IA générative. Et ce qui est intéressant, comme on l'a souligné, c'est que les premiers collaborateurs concernés sont les cols blancs, les knowledge workers, et c'est eux qui ont le risque d'exposition le plus important.
Et ça a été confirmé par une étude du département du travail américain, où vous voyez l'exposition en abscisse verticale, l'exposition au modèle génératif, et en horizontal, le degré d'éducation. Et vous voyez que c'est les gens qui sont les plus éduqués à droite qui sont aussi les plus concernés par l'IA générative. Donc je pense que les collaborateurs ont raison de se soucier de cette question. Et il y a peu d'innovation qui a été ainsi pris en sandwich entre des gens qui ne sont pas nécessairement experts au COMEX et l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Deuxième leçon, des dynamiques internes très différentes. Dans certains cas de figure, on a vu que c'est les départements IT et data qui sont immédiatement jetés sur l'opportunité en disant « mais ça peut changer la donne » et on va tout de suite avancer beaucoup. C'est exactement le cas de Veolia, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une prise d'initiative des responsables data IT pour dire « il faut absolument qu'on prépare l'entreprise, on va aller très très vite ». Dans d'autres cas de figure, il y a une sorte d'alignement des acteurs internes entre, par exemple, le COMEX, les métiers, l'IT, qui vient sans doute de l'intégration dans les choix de transformation de l'entreprise. On vient d'écouter Safran. Le cas de Safran est très net. Ils ont dit on est dans une politique de transformation data et pour nous, l'IA générative, s'intégrer et accélérer cette transformation. Et il y a eu un alignement du coup extrêmement rapide au sein de l'entreprise parce que ça s'intègre dans cette politique. Alors il ne faut pas oublier le cas qu'on a vu aussi dans nos différentes interviews d'attitudes plus réactives que proactives, du style on est obligé de le faire, on n'a pas envie que le train passe sans qu'on le saisisse, et moins d'enthousiasme que de dire bah, c'est un chantier qu'on a besoin d'ouvrir. Donc il y a des dynamiques internes différentes, et on le voit bien dans l'interdiction ou l'incitation, beaucoup d'entreprises ont interdit immédiatement l'usage de ChatGPT. Et on l'a vu ce matin avec nos deux amis banquiers qui sont intervenus, raison de sécurité, de conformité, de risque. Et en fait, on voit bien que la préoccupation d'abord, c'est de limiter, de contrôler ce qui se passe. Et puis, on a vu d'autres entreprises ce qui peut surprendre pour des grosses entreprises qui, effectivement, sont des entreprises très sérieuses, qui gèrent le risque, ben, des entreprises comme Bouygues qui disent non, non, c'est le laisser faire, ou alors Engie Orange qui disent mais que de multiples fleurs, n'est-ce pas, éclosent. Il faut démocratiser, expérimenter. Alors, on va sensibiliser sur les règles de sécurité, mais on va encourager les collaborateurs à utiliser ces outils. Et en fait, derrière, il y a aussi la pression du shadow AI, c'est-à-dire l'usage gris de l'IA générative. Cet usage gris fait pression sur les entreprises. La Marie-Luce de Bouygues nous disait, bah, de toute façon, si on n'avait pas donné l'autorisation, les gens l'auraient pris. Et on a vu que pour Veolia, la problématique, c'était de dire de toute façon nos collaborateurs vont l'utiliser, alors il faut qu'on déploie très très vite un Secure GPT pour pouvoir répondre à cette attente. Et c'est très intéressant de voir que cette technologie, effectivement, suscite une pression. Et donc si on interdit, c'est bien, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Troisième point, le déploiement technologique. Safran a été extrêmement clair, hors de question de développer nos propres modèles. Pareil pour Veolia, j'ai en tête qu'une seule entreprise qui a dit on va déployer nos propres modèles, et en fait le déploiement de modèles est quelque chose d'extrêmement complexe, qui est extrêmement consommateur de temps, d'énergie, d'argent, et c'est... Alors peut-être qu'on va déployer des modèles frugaux ou des modèles très spécifiques, mais le choix des entreprises c'est de dire on va s'appuyer sur les modèles. Sachant que du coup ça pose une difficulté parce que ces modèles ils viennent à peu près tous des États-Unis. On ne va pas dire tous des États-Unis. Et la plupart viennent des grandes entreprises. Puisque et Google et Microsoft sont positionnés, Facebook essaye de suivre, et les startups qui ont émergé sont, j'ai l'impression, très vite attirées par la force de gravitation de ces géants. Alors, ce qu'ont fait les entreprises, c'est que beaucoup ont déployé un Secure GPT. Il y a quelques entreprises qui ont dit oui, oui, c'est dans notre projet pour 2025, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis, vous voyez aussi comment est-ce qu'on intègre l'IA générative en l'intégrant dans les outils. C'est Copilot pour Office. On a eu une intervention de Slack qui dit on a mis l'IA générative dans les outils. En fait, les entreprises vont déployer l'IA générative à travers les outils que les entreprises utilisent déjà. Et puis, il y a une autre dimension que les outils out of the shelf qu'on prend sur l'étagère, c'est toutes les dimensions où on va déployer de l'IA à partir de bases de données propres de l'entreprise.
pour pouvoir délivrer des connaissances, pour pouvoir délivrer des choses qui sont très spécifiques et qui permettent de soutenir un avantage concurrentiel. Et là, on entre dans des projets data qui peuvent être extrêmement complexes. Donc il y a une sorte d'illusion de se dire, il y a un plug and play, allez, on ouvre une API avec ChatGPT, et la réalité que beaucoup des projets dont vous avez entendu parler sont des projets qui demandent beaucoup de développement et beaucoup de travail sur les données. Quatrièmement, à la recherche d'une gouvernance, je dirais, pourquoi? Parce qu'on voit bien dans les discussions qu'il y a un enjeu de collaboration entre les gens de la data, les gens de l'IT et les gens du business. C'est-à-dire que les projets d'IA générative se font toujours en liaison, selon une modalité agile, entre data, IT et business. Et j'ajouterai une dimension RH, même s'il n'est pas toujours fréquent que les RH soient impliqués en tant que tels. Mais au moins, il y a une dimension RH. Parfois, la priorité est mise sur la sécurité avec un pilotage très centralisé d'initiatives diverses. Je pense au cas de la banque, où en fait, j'ai dit, mais vous êtes très top-down. Alors il dit, non, les initiatives viennent du terrain, mais enfin, tout ça est complètement contrôlé, tout est géré au niveau d'un noyau central, et on peut comprendre parce que leur priorité, c'est la sécurité. Et puis, vous avez dans d'autres cas une émulation bottom-up. L'idée, c'est de tester, d'explorer. Et très souvent, il s'agit de dire au métier, à vous de nous dire quelles sont les applications que vous voyez. Et donc, il y a un COMEX qui dit, et là, dans les métiers et les activités, il faut que vous bougiez. Dites-nous quels sont les cas d'usage auxquels vous réfléchissez. Et puis, il y a un support interne, central, qui va aider les métiers à définir ce cas d'usage. Et ça, on le voit fréquemment. On l'a vu chez Engie, Orange, Safran. Ça peut être très organisé. Et en fait, c'est une façon d'organiser les initiatives locales. Ce qui est intéressant en termes de gouvernance, c'est que je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'une entreprise a établi une gouvernance de l'IA. Je vois plutôt des entreprises qui construisent peu à peu leurs règles d'arbitrage, c'est-à-dire, et finalement, quelle est ma stratégie? Donc, Safran dit, moi j'ai une stratégie de transformation, Orange va dire, moi la dimension humaine et sociale est fondamentale, responsable, etc. Il y a une interrogation sur l'impact, c'est-à-dire, est-ce qu'on va privilégier des chantiers, des projets qui vont avoir l'impact le plus important? Vous savez, Airbus a fait ses cadrans en disant impact faible, impact important, donc on va essayer d'identifier les impacts les plus importants. Parfois, inversement, on saisit des opportunités, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à un projet et on dit, ah ben c'est très bien, on va tester. On prend en compte les contraintes, et puis vous voyez aussi, alors dans l'enthousiasme des discussions, c'était peut-être pas apparent aujourd'hui, mais la question du ROI va venir très vite, parce qu'il y a cette attente de gain de productivité, et que tout ça coûte de l'argent, et il va y avoir, on multiplie les projets, mais en même temps, on va sélectionner aussi les projets sur leur ROI, leur retour sur investissement potentiel. Pour moi, la gouvernance, c'est un work in progress qui est absolument normal. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait tellement de choses qui ont été mises en place en aussi peu de temps. Cinquième point, une grande diversité de cas d'usage. Parfois des centaines, on parle de 400 cas d'usage, par exemple, chez Engie ou chez Orange, des centaines de cas qui sont en cours de réalisation, beaucoup des applications évidentes auprès des codeurs, c'est-à-dire que c'est un outil de productivité qui a un impact immédiat auprès des codeurs pour le test. On voit aussi des applications privilégiées dans les call centers, parce que l'IA a déjà beaucoup travaillé sur les call centers, et donc ça va être les cas d'usage qui vont être les plus importants. Parfois, les chats pour parler aux employés, pour fournir des services, en marketing, etc. C'est très frappant de voir que jusqu'à présent, j'ai pas vu de cas de création d'offres à partir de l'IA. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA générative pour accroître la productivité, plutôt pour se dire, mais quel nouveau type d'offre ou quel nouveau type de service je peux imaginer. Ce qui est relativement normal parce qu'on est vraiment très tôt dans le processus. Alors les cas de productivité personnelle, on les voit aujourd'hui, en fait c'est ce à quoi on pense quand on pense à ChatGPT. De se dire, mais un manager, il va pouvoir automatiser des tas de tâches, il va pouvoir traduire, il va pouvoir personnaliser ses messages, il va pouvoir faire des recherches, etc. etc. Et ben, ce sera très intéressant à suivre parce que ces cas me semblent très diffus. Et il va falloir avoir le retour des entreprises pour savoir, mais est-ce que finalement les collaborateurs se sont appropriés ces outils de type ChatGPT pour véritablement améliorer leur productivité? Et ça peut soulever, je pense, une difficulté quand on met entre les mains des collaborateurs un outil qui est magique, c'est merveilleux, et qui crée très vite de la déception parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et là, on voit bien que pour que ça délivre de la productivité, il faut de la formation. Mais déployer la formation à grande échelle, c'est très compliqué.
En revanche, il y a des cas extrêmement clairs de productivité par fonction. On a cité le cas de la politique du RSE, c'est de faire du reporting. Une grande partie, c'est faire du reporting sur des standards différents. Ça consomme énormément de temps. L'IA générative, ça permet de piocher dans les données, ça permet de produire les données. Le cas de la BNP était très intéressant, en disant on doit remplir des rapports sur notre client. Là, ça permet d'accélérer. On le voit aussi dans les call centers, où les gens qui sont dans les call centers ont des réponses beaucoup plus structurées ou un historique beaucoup plus clair. En fait, on voit beaucoup de cas de productivité manifestes quand il y a des usages qui sont très spécifiques. Et puis je conclurai sur le nouvel âge d'or du knowledge management, ce qui n'était pas du tout évident à l'origine. Parce que ce qui est spécifique à l'IA générative, c'est qu'on génère du contenu. Et en fait, une des applications majeures de l'IA générative, c'est de mobiliser les connaissances, les données dans les bases de données. En fait, le knowledge management, moi j'étais étudiant, on en parlait encore, c'est dire que ça remonte à quelques décennies. Et vous savez, on parle tous du knowledge management, c'est devenu plus ou moins à la mode, avec des impacts très limités. Et tout d'un coup, l'IA générative permet, avec cet outil de dialogue, à la machine de fouiller dans les bases de données pour en retirer de l'information, et de l'information pertinente. Et là, on voit toute une partie de cas d'usage autour du knowledge management qui est extrêmement frappante. Alors, pour ne pas faire de jaloux, j'ai pris un cas chez Morgan Stanley, et ce cas, parce qu'ils l'ont appliqué, ça fait plus de 6 mois qu'ils l'ont appliqué, ils ont été un peu moteurs avec OpenAI, et ils ont mis en place un système de knowledge management pour leurs conseillers. Pensez-y comme si vous aviez notre stratège en chef des investissements, notre économiste en chef mondial, notre stratège mondial en action, et tous les autres analystes autour du globe à votre disposition pour chaque conseiller chaque jour. Nous croyons que c'est une capacité transformatrice pour notre entreprise. Morgan Stanley publie des tonnes d'études, de rapports, d'analyses, très peu exploitées, et avec l'IA générative va piocher dans ses ressources pour donner un contenu spécifique à Morgan Stanley pour les conseiller. Donc c'est un cas de mobilisation ici très clair du knowledge management. Avant-dernier point, la question des collaborateurs, qui est venue de façon évidemment récurrente. Et c'est très frappant de voir que le retour, pourtant ils n'étaient pas enregistrés, le retour, ça a été de dire non, on voit pas de suppression massive d'emplois. Ou du reste, vous savez, les emplois, ils se détruisent tout le temps dans une entreprise parce que les métiers évoluent, mais on ne voit pas du tout de choc d'IA générative ici sur les transformations d'emplois. Et des remarques ont été faites par plusieurs de nos correspondants qui disent mais ce n'est pas parce qu'on automatise des tâches qu'on automatise des jobs. Et il y a une confusion entre les tâches et les métiers. Vous pouvez automatiser des tâches et faire évoluer les métiers plutôt que supprimer les métiers. Alors évidemment se pose la question de dire mais vers où on va, et là c'est un peu flou. C'est-à-dire que certains nous ont dit l'automatisation des tâches est formidable, mais il faut que la personne humaine reste en surveillance et en contrôle. Et on comprend pourquoi, parce que l'IA générative doit être contrôlée. C'est-à-dire que si on l'utilise de façon automatique et qu'on envoie des messages aux clients alors que ça hallucine, c'est très problématique. Donc je comprends qu'on surveille. Mais la question c'est, est-ce que l'avenir du travail, ce sera la surveillance de la machine? Ce qui me fait penser à, vous savez, cette histoire qu'on racontait sur l'usine du futur, en disant, dans l'usine du futur, il y aura des machines, un homme et un chien. Alors on dit, mais pourquoi? Parce que les machines feront tout le travail, l'homme sera là pour surveiller les machines, et le chien surveillera que l'homme ne touche pas aux machines. Et effectivement, si on est dans un cadre où on dit c'est l'IA qui va produire et puis l'être humain surveille, je ne crois pas que ce soit vraiment passionnant comme activité. Et puis, il y a aussi un débat qui n'est pas simple à trancher, où certains de nos interlocuteurs nous disent c'est formidable parce que ça permet d'accroître l'expertise. On a des juniors qui utilisent l'IA générative et en utilisant l'IA générative, on voit que leur niveau d'expertise monte. Et puis il y a d'autres personnes qui disent vous savez, l'IA générative, ça ne transforme pas quelqu'un qui n'est pas bon en quelqu'un qui est bon. Et le risque, c'est plutôt que l'expertise humaine dont on est fier, qui fait la différenciation, se perde parce que les gens vont se reposer sur la machine. Et donc là, il y a une vraie question, un vrai débat autour de l'expertise, de l'automatisation de l'expertise ou de l'augmentation. Alors évidemment, l'autre pendant, c'est le collaborateur augmenté. Et vous l'avez entendu aujourd'hui, quel est le grand bénéfice de libérer du temps? Alors, on dit s'il y a des gains de productivité de temps, ça permet de libérer du temps. Maintenant, si ce temps est utilisé dans des réunions, dans plus de réunions, la question est de savoir s'il y a vraiment un gain de productivité. Et là, on se retrouve avec le paradoxe de
de Solow, c'est-à-dire que ces gains de productivité, ils vont être employés à quoi? S'il y a des gains de productivité. Une sorte d'unanimité pour dire que quand on travaille avec l'IA, ce qu'on attend de l'être humain, c'est le discernement. C'est un thème qui a été utilisé par Bouygues, il me semble, et le sens critique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir évaluer le résultat de l'IA, et puis aussi le fait que l'IA est très très mauvais pour deux choses, le sens du contexte et l'interrelationnel, c'est-à-dire la dynamique humaine. Et en fait, un collaborateur qui utilise l'IA, il doit cultiver le discernement, le sens critique, donner du contexte et de l'interrelationnel. Et puis aussi, mais ça on l'a peu souligné, quoi si, certains l'ont souligné, mais moi je le constate en tant que prof, l'IA générative est très puissant pour stimuler la créativité. C'est-à-dire que vous avez ici un compère avec lequel vous dialoguez, qui vous stimule, qui vous challenge, vous lui demandez de vous challenger, et effectivement, on peut voir des usages de ce type dans l'avenir en R&D. Alors, parmi les compétences, moi, dans le Playbook Generative AI, on s'appuie sur ces éléments qui sont dérivés d'une grande étude que l'OCDE a consacrée à l'IA générative, en disant peut-être que ce collaborateur augmenté, il a besoin de 4 compétences. D'abord, il a besoin d'un minimum connaître l'outil, parce que si on ne sait pas ce que c'est, qu'on se fait des fantasmes sur le sujet, qu'on ne sait pas comment ça marche, ce sera difficile de collaborer avec l'IA. Il faut ensuite développer un savoir-faire d'utilisation. Alors ça, il peut y avoir des formations et il y a de la pratique, et c'est encore mieux la pratique dans une formation. Et puis, il y a des éléments de compétences cognitives, c'est-à-dire que finalement, quel est le problème à traiter? Comment est-ce qu'on analyse le problème? Et comment je vais demander à l'IA de m'aider dans la résolution de ce problème? Et ce n'est pas l'IA qui va définir le problème. Et puis, les compétences comportementales et sociales, les soft skills dont je vous parlais, qui est la compréhension du contexte, la dynamique sociale. Et peut-être que le collaborateur augmenté, il a à la fois ses savoirs sur les bases et puis ses savoirs sur l'usage concernant les points 3 et 4, à la fois sur les fondamentaux et sur l'usage. Alors, la politique RH, j'espère ne pas être polémique dans mon titre, plus d'interrogations que d'actions, c'est-à-dire que moi j'ai eu des principes généraux très intéressants qui, soit il fallait répondre à la question, donc on donnait des principes généraux, soit c'était des principes qui guidaient l'action, parce que ça s'appuie sur des convictions, sur les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, mais c'est vraiment un work in progress. Et on peut le comprendre, les outils commencent à peine à être déployés dans les entreprises. Comment anticiper les usages et les bouleversements dans les fonctions? Et ce qui fait que mes interlocuteurs RH, ils étaient très à l'écoute, très attentifs, plutôt que d'être déjà prescriptifs. Alors, il peut y avoir des sensibilités différentes. J'ai été frappé dans certains cas d'une sorte de volonté de normaliser l'impact en disant oui, bon, l'IA générative, d'accord, on va mettre ça en carré, on va intégrer ça dans les process, on va, etc. Donc, tout de suite, ne bouleversons rien. Et puis, dans d'autres cas, les RH ont dit, mais finalement, c'est peut-être un levier de transformation. Justement, ça va nous permettre d'être plus agiles. Peut-être que nos collaborateurs ils vont pouvoir être plus créatifs, ils vont pouvoir se liberter leurs capacités propres. Et c'était une promesse de faire évoluer les fonctions et la façon dont on considère les métiers au sein de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est plus des interrogations et puis de l'exploration que des politiques qui sont dans le béton. Et puis mon dernier point, celui-là, 7e et dernier point, c'est l'IA responsable. Alors, l'IA responsable, c'est venu régulièrement. Et je ne suis pas sûr que ma liste soit complète. Par exemple, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ce qu'il ne fallait pas, la sustainability, le développement durable. Alors, évidemment, c'est quoi? C'est la compliance réglementaire. Ah, la réglementation, il faut qu'on soit, etc., très important pour les banques, mais pour d'autres entreprises. La confidentialité et la sécurité des données, c'est vital pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises où, comme Airbus, Safran, etc., où là, on est presque dans le secret d'État, donc on a des règles extrêmement strictes. Il y a évidemment l'IA responsable, c'est qu'est-ce qu'on fait de résultats qui ne sont pas fiables. D'où la grande difficulté d'automatiser des process, comme de dire on va personnaliser les emails, on va demander à l'IA générative de les envoyer, sauf que si l'IA générative commence à délirer, c'est quand même votre entreprise qui est engagée par ce que vous dites. Et vous ne pouvez pas dire c'est la faute à l'IA. Donc il y a ici, l'IA responsable, c'est aussi un problème de fiabilité des résultats. Le risque des deepfakes, c'est un des risques majeurs de l'IA générative. On a un peu parlé, la possibilité de donner toutes les apparences du réel. Et des possibilités, du coup, de déstabiliser les entreprises, de déstabiliser les individus. Ça peut faire énormément de dégâts, et certains pays ne s'en privent pas déjà. Les choix éthiques,
Alors les choix éthiques, je vais vous citer deux exemples qui m'ont frappé de choix éthiques. Un géant des cosmétiques qui nous dit nos équipes de marketing sont immédiatement précipitées pour créer des modèles virtuels. Et donc, plutôt que de se dire on va faire des photoshoots avec des modèles, regardez, ils nous ont montré la page en disant voilà, le mannequin est magnifique, mais il est artificiel, qui montre la qualité de notre produit. Alors, au départ, ils disent c'est formidable, dis donc toutes les économies qu'on va pouvoir faire. Et puis, ils se sont repris un peu, ils ont dit oui, mais quand même, si on communique sur les bienfaits de nos produits, est-ce que, déjà qu'on nous critique à cause de Photoshop, est-ce qu'on veut montrer des modèles virtuels? Et puis, il y a eu la réflexion de dire, mais comme on a un gros acteur du marché, on a une responsabilité vis-à-vis du marché, et on ne veut pas la destruction de tout l'écosystème des mannequins, des photographes, des agences. Et le choix était d'arrêter. Et de dire, on va utiliser ces simulations de modèles pour nos maquettes internes, mais on ne les utilisera jamais vis-à-vis du public. Un autre cas de figure, c'est une banque qui expérimente le fait que on demande au conseiller bancaire de parler pendant 2 minutes. L'IA capte le ton de la voix et la prononciation, ce qui va permettre d'envoyer des SMS vocaux imitant la voix du conseiller. Gros gain de temps. Gros gain de temps, mais quand même très problématique. On utilise la voix du conseiller pour que l'IA part à la place du conseiller. Et là, ils se sont dit, les expérimentations sont bonnes, c'est bluffant, mais on a mis ça en attente parce que on pense que ça pose problème. Et effectivement, ça pose problème. Et puis les risques en termes de souveraineté, moi, et ça a été souligné, quasiment toutes les technologies sont aujourd'hui américaines. Vous avez le gouvernement américain qui décide qu'il s'agit de boycotter ou de faire l'embargo sur tel pays, et vous avez embarqué l'IA générative dans des produits pour ces pays-là, vous avez un petit souci. Donc vous dépendez de plus en plus d'une technologie qui n'est pas maîtrisée en Europe. Alors, les guidelines, c'est les lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance, et ça vaut peut-être le coup de rappeler, parce que je pense que la plupart de vous ne connaissent pas, les 4 grands principes de la directive européenne. Il y a une autre directive qui est en discussion aujourd'hui, qui est de dire 4 directives pour l'utilisation de l'IA générative, respect de l'autonomie humaine, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui doit être en contrôle, et qui doit être en autonomie, c'est lui qui doit surveiller et qui doit contrôler. La prévention de tout dommage, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les dommages que l'IA générative peut faire sur les individus, sur la société, sur l'environnement. L'équité, donc se craindre les biais, les discriminations, mais aussi le social divide, la division sociale entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès. Et puis un point très problématique qui est l'explicabilité, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut maîtriser la machine. Il faut qu'on puisse expliquer comment les décisions sont prises. Et vous savez que vous avez une réglementation qui interdit aux banques, aux compagnies d'assurance de prendre des décisions de crédit sur la base d'un algorithme dont on ne peut pas expliquer les critères. Et effectivement, l'IA générative, c'est une boîte noire, ça soulève des questions sur l'explicabilité. Alors en conclusion, je dirais qu'il y a un double enjeu. Un premier enjeu pour les entreprises. Il s'agit de saisir les opportunités de gain de productivité et peut-être d'aller plus loin et de créer de la valeur pour conserver ou renforcer nos avantages concurrentiels. Il faut savoir déployer ces technologies. Il faut aussi accompagner les collaborateurs dans cette transformation. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs enjeux de gain de productivité, de création de valeur, de déploiement, d'accompagnement des collaborateurs. Mais pour les collaborateurs, il y a d'autres enjeux. Et l'enjeu pour ces collaborateurs, c'est que ces collaborateurs, ils comprennent c'est quoi les défis de l'IA et de l'IA générative. Il faut qu'ils appréhendent au minimum les technologies et les outils, parce que sinon ils en seront l'objet plutôt que l'acteur. Il faut savoir quelles tâches pourraient être automatisées et comment. Il faut savoir quelles nouvelles compétences développer pour être des collaborateurs augmentés, plus remplacés. Vous voyez, ça fait beaucoup de questions, mais je suis absolument convaincu que c'est des questions on ne peut plus réelles. J'ai commencé mon année avec des étudiants, on a fait plusieurs challenges sur l'IA générative depuis la rentrée, et à l'issue d'une présentation du challenge par l'entreprise, j'ai dit à mes étudiants, vous êtes en dernière année, donc dans quelques mois vous êtes sur le marché du travail, votre avenir c'est de collaborer avec l'IA, sauf à être un menuisier, et encore, votre avenir sera de collaborer avec l'IA. Et la question c'est de savoir quel type de collaborateur vous serez
pour pouvoir exploiter l'IA plutôt qu'être remplacé par l'IA. Et je ne l'ai pas fait du tout en effet d'annonce, c'est une conviction profonde que l'IA générative va se répandre, se diffuser dans les entreprises. Et la question des collaborateurs, c'est comment est-ce que je fais pour travailler avec l'IA. Et effectivement, cette thématique-là, elle a été soulevée, regardez, 1960, ça fait 63 ans, par un des fondateurs de l'informatique, J.C.A. Licklider, qui a écrit en 1960 un papier fondateur sur Main Computer Symbiosis. Et voilà, je traduis, voilà ce qu'il dit. Actuellement, nous pensons que l'homme et l'ordinateur se complètent et que la puissance intellectuelle d'une symbiose homme-machine efficace surpassera de loin la puissance de l'un ou de l'autre pris isolément. Ça a été écrit en 1960. Et je crois que c'est le défi d'aujourd'hui. Et donc, mon dernier mot est de se demander, mais quelle complémentarité? Et je me permets de partager une conviction personnelle, la technologie n'est jamais une solution, la solution au problème. Et la technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est un enabler, la technologie, elle rend possible. Et tout le paradoxe de l'IA générative, c'est que c'est un extraordinaire levier d'action qui s'impose à nous. Je suis intimement persuadé qu'on ne peut pas arrêter ce mouvement et que ce mouvement s'impose à nous. Et la question, c'est comment ne pas être écrasé par ce mouvement, mais comment lui garder son caractère de levier d'action. Et je crois que c'est vraiment tout le paradoxe aujourd'hui de l'IA générative, c'est-à-dire c'est l'enjeu de la complémentarité. Pour que l'IA soit utile et développe son potentiel, il faut des êtres humains qui sachent l'utiliser et qui sachent l'exploiter, mais aussi pour que les individus exploitent l'IA à leur bénéfice et accroissent leurs capacités. Merci de votre attention. Merci beaucoup Julien pour cette présentation de cette étude très complète. Merci aussi à tous les dirigeants qui se sont succédés aujourd'hui, qui ont partagé leur vision, leur analyse du sujet, les startups également présentes. Merci pour votre présence, l'étude va vous être envoyée. Vous recevrez également un lien pour le replay. Et puis, prochain rendez-vous maintenant, le 23 avril, ce sera le Forum Innovation à la Station F.